Salut tout le monde! Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes le 4 juin. Le technicien. Nous sommes encore en période de test. On améliore toujours le studio satellite. Je pense que ça va être un succès. Merci à tous ceux qui ont écrit, fait des commentaires sur YouTube ou à différents endroits. Des fois, je reçois un message. Merci, merci, merci. En passant, en parlant de YouTube, le pouce en l'air aide à se faire connaître et faire connaître la vidéo. Aujourd'hui, deuxième émission test. Je pense que la troisième émission, ça va être terminer les tests. Techniciens tellement performants. On est en train de réussir l'exploit. Aujourd'hui, je veux toucher à un point, ce n'est pas une capsule. Rappelez-vous que bientôt, le studio actuel va servir à faire des capsules parce qu'il y a des élections à Montréal le 2 novembre prochain. Je suis candidat à la mairie de Montréal pour le parti Action Montréal en tant que maire. Donc, ce n'est pas une capsule. Par contre, je vais vous donner un exemple de capsule qui va avoir lieu en terminant l'émission aujourd'hui. Mais j'ai reçu tellement de commentaires. Je suis obligé de terminer certains dossiers. Quelques-uns sont encore en fonction. Mais je vais quand même terminer un peu plus, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Gilbert, j'aime ça, l'international. Parle-nous un peu de ce qui se passe à travers le monde, parce que les médias traditionnels subventionnés, canadiens et québécois, n'en font pas mention souvent. Donc, on va toucher un peu à la Russie. Celui que j'aime bien, en passant, je n'aime pas souvent son nom, Sergueï Lavrov. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Russie. On va en parler un peu. On va parler de la réunion qui a eu lieu en Turquie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ça. Il y a une guerre. La Russie dit que ce n'est pas une guerre. Et l'Ukraine dit que c'est une guerre. Mais il s'en passe quelque chose. Et la Turquie, encore une fois, a été l'autre pour voir si tout le monde va s'entendre. J'ose pas le dire. Je vais me permettre quelques commentaires. Même Lavrov en a fait et jamais il fait ça. Sur la fameuse petite claque que Mme Macron a donnée à son mari. Voilà. Il y en a qui se sont permis de sourire à ce fait-là. Le Washington Post a écrit quelque chose, ça m'a étonné. Puis au Canada, on va parler un peu du Canada. François-Philippe Champagne, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il y a eu un remaniement depuis que le nouveau premier ministre au Canada, François-Philippe Champagne, est devenu ministre des Finances. Et Mélanie Joly est devenue ministre de l'Industrie. On va peut-être toucher un peu à ça. En Pologne, il y a un nouveau président. Il y en a des choses à dire. Puis, assoyez-vous donc confortable. Pauline, André, Micheline, Claude, Jacques, Françoise, assis-toi confortable. Je vais vous mettre ma favorite. Et évidemment, je parle de Giorgia Meloni. Assoyez-vous confortable, je reviens tout de suite après. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto, perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole è chi... Buono, che lo vuoi tu? Ci hai mai tolto il pathos? Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron,
perché l'Africa scappa da voi. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? C'est quelque chose, hein? Georgia, on dira ce qu'on veut. Moi, je pense que l'Union européenne, là, on a toujours dit l'Allemagne, c'est la locomotive, puis les autres, c'est les wagons. Le premier, c'était la France, puis quelque part le Portugal, puis peut-être un peu l'Espagne. Moi, je vous le dis, Georgia. Georgia est en train de faire tourner la boule à tout le monde. À l'Union européenne. Même la commission, la grande commission qui est en train de décider de tous les pays qui se sont mis ensemble, je pense qu'ils sont 27, là, avec les Pays-Bas, je ne me trompe pas, la Finlande qui vient d'accepter, ils sont peut-être rendus 29 en tout cas. Pas sûr qu'ils s'en vont dans le bon sens. Puis Georgia travaille fort pour expliquer à tout le monde. Ben, en fait, le président de la Hongrie, lui avec, Viktor. Ben oui, je vais en parler de Viktor. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Viktor Orban. Pourquoi je dis ça? Pologne. Je ne sais pas si vous suivez la politique. Ils ont réussi en Roumanie d'éliminer un candidat conservateur lors du premier tour. Il était assez puissant, pour ne pas dire majoritaire. Puis là, non, on l'enlève. Ils ont fait un règlement. Tu n'as plus le droit de te représenter. Ils ont refait des élections, puis ils ont réussi à passer. Quand je dis ils ont réussi, je parle le système. Il y a un système en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont manqué, celle-là. Pologne. Pologne s'est faite nouveau président, nouveau chef, nouveau premier ministre, nouveau boss. Pologne, tendance, vive la Pologne, on va passer la Pologne en premier. Pas des phrases que tout le monde aime entendre de ce temps-là. Je vais faire un suivi là-dessus. Il vient d'être élu. Je pense que ça fait l'affaire aussi à Georgia, à Victor, à différentes personnes, dont le grand blond à chaussures noires aux États-Unis. Donald Trump, je pense que lui aussi n'est pas choqué de ça. Que les pays commencent à penser à eux avant de penser à faire la guerre, faire des... Je pense que, en tout cas, c'est mon opinion, je pense que c'est une bonne chose. Bon, j'ai dit, je parlerai de Sergei Lavrov. Lui, je l'aime bien. Hey, lui, je pense qu'il mesure 6 pieds, je ne sais pas combien, au moins 6 pieds 2, 6 pieds 3, et très, très, très grand, performant, connaît la Russie, connaît l'ancienne Russie, avant 1991, et la nouvelle avec Vlad. Lui, il ne se permet pas de commentaires déplacés. Il est précis, clair, va droit au but. C'est à l'image des dirigeants russes. Ils font ce qu'ils disent, puis ils disent ce qu'ils vont faire. Et trompe-toi pas qu'ils ne comptent pas d'histoire. Et là, il s'en est perçu. Je le savais qu'il avait un bon sens de l'humour, Sergueï. Mais là, il s'en est permis un peu. Il y a un journaliste russe qui lui a posé la question. « Monsieur Lavrov, vous pensez quoi de ce qui est en train de se passer en France? » Et là, à la russe, mais il dit, Mme Macron a frappé son mari. Et là, on le voit dans son visage. Il ne veut pas commenter. Mais il s'en est permis. Il a juste dit, écoutez. Puis c'est à peu près comme ça qu'il parle. Là. Écoutez, nous n'avons pas habitude de commenter sur des choses qui se font à l'interne, et surtout si c'est privé. Question de porte, il aurait dû la laisser fermer. D'un sérieux incroyable, c'était comme M. Macron, ça va pas bien ton affaire. Mais ça, moi j'aime Lavrov, j'aime les politiciens chevronnés là, qui sont là pour quelque chose puis qui font un excellent travail. Je voulais le glisser parce que lui, ça va revenir, je pense, dans les négociations. Je parlais tout à l'heure de la Russie, de la Turquie. Pas sûr que ça va se régler. La semaine passée, je disais qu'il faut que ça se règle, parce que là, ça ne s'en va pas dans le bon sens. Certains en Europe disent que, à cause de l'attaque de drones, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, il semblerait qu'il y aurait eu 120 quelques drones qui ont été attaqués, une base, et 34% de la flotte aérienne là, de la Russie aurait été démolie. Faites un peu de vérification. Je ne vous l'impose pas, puis moi aussi, je suis à distance.
Mais croyez-moi qu'il y a plusieurs médias qui disent « Oups, 34 là, il y a quelqu'un qui ment quelque part pour donner du prestige à Zelensky. » Pas sûr de ça. Pas sûr de ça. C'est à vérifier. Moi, je pense que c'est mieux de se terminer vite. Mais tant et aussi longtemps que Donald Trump, tout le monde connaît le personnage, là, c'est malheureusement ou heureusement, les États-Unis sont en train de penser à eux en premier. Et c'est une balance de pouvoir. Tout le monde le sait, là, les États-Unis sont infiltrés partout, partout. Ils ont bien beau parler de la Chine. Là. Je pense qu'il y a 800 bases militaires américaines partout à travers le monde, là, des gars. Mais je pense que Donald Trump est en train de dire, regarde, c'est nos dépenses inutiles. On devrait laisser de plus en plus les gens, regarde, c'est pas notre problème. On est à 6000 km d'eux autres. On peut les aider, on peut négocier, on peut faire plusieurs choses pour aider à la réconciliation. Mais là, il faudrait arrêter de s'impliquer. Là, c'est les États-Unis au complet qui vont mal. C'est à peu près la pensée de Donald Trump. Moi, je ne suis pas contre ça. Donc, j'espère que, malgré que la rencontre semblerait n'était pas fantastique, c'était en Turquie, concernant l'Ukraine et la Russie, là, pour ceux qui me suivent, là, il y en a qui doivent me suivre. Là. C'est 117 drones qu'ils auraient lancés. Puis là, Zelensky dit, ça fait 18 mois qu'on prépare cette attaque-là. Ben oui. Une chance qu'il y a des médias indépendants qui font un peu plus de nouvelles plus précises ou qui donnent de l'information différente. Parce que si on se base sur ce qui se dit par les médias subventionnés ici, au Québec, au Canada, et peut-être même en Europe, des fois, on en manque des petits bouts. C'est mon opinion. Hey, je vais vous donner un exemple. Washington Post. Je lisais sur le... Tout le monde connaît ça, le fameux journal, là, que c'est... Tenez-vous bien, là. Le gros titre d'une des pages. Une mystérieuse diminution d'entrée de fentanyl aux frontières américaines. Hey, ça fait 2 ou 3 ans qu'il fait des rallyes qui expliquent son intention de bloquer les douanes. Il y a un gros problème de fentanyl qui rentre aux États-Unis, que ça vienne du Mexique, même qu'il a accusé indirectement peut-être le Canada, qui a un grand laisser-aller, là. Le grand blond, Donald Trump, dit toujours, pendant 2-3 ans précédant les élections de l'année passée, de l'année dernière, là, au mois de novembre, il faut bloquer ça. Je vais bloquer ça. Je vais refaire le mur aux endroits qui n'ont pas été faits correctement, blablabla, pour empêcher l'entrée de fentanyl. Le Washington Post écrit une mystérieuse diminution. Tu sais, quand tu veux là, pas donner l'information précise, c'est comme si on ne sait pas comment ça se fait. Il vient d'arriver aux États-Unis une diminution de fentanyl à l'entrée des douanes. Mystérieuse. Ça fait 3 ans que le président américain, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il dit que c'est un gros problème. On est en train de maganer, pour utiliser un bon terme, maganer, faire mal à la population, aux jeunes, c'est un problème majeur. Vous irez à Philadelphie, Baltimore, vous irez à Chicago, vous irez voir à Los Angeles, mais je dirais même Miami, s'il faut. C'est affreux. J'ai même pas besoin de parler des États-Unis. Là, je fais juste dire que le Washington Post dit que c'est mystérieux. On ne sait pas comment ça se fait, ça diminue. Hey, il est en train de protéger les douanes, croyez-moi sincère, qui avance. Puis, il se sert d'une escouade spéciale pour sortir les illégaux qui sont rentrés aux États-Unis pour les renvoyer dans leur pays. Là. Je pense que tout le monde connaît cette histoire-là. Le Canada devrait peut-être aussi commencer à penser que ouais, on va augmenter. Semblerait que oui. Semblerait que le Canada s'est grouillé un petit peu le cul et protège de mieux en mieux le Canada. Parce que le Grand Blond, il a avisé autant au nord qu'au sud. Regarde, on a un problème aux États-Unis, c'est le fentanyl. Puis ça rentre également du Canada. C'est à vérifier. C'était juste pour dire que le Washington... C'est-tu drôle? Les journaux américains, quand ils... On ne sait pas pourquoi. Une mystérieuse... diminution. Bon. Ah oui. Ça... Là, je fais ma blette. C'est pas bon. C'est pas le style d'émission que... Candace Owen. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent. Même elle est en train de parler de Macron, là, et Brigitte, là, sa femme. Là,
Moi, je ne la connais pas trop, mais je l'ai suivie juste un peu pour voir de quoi ce qu'elle parle, parce que ça fait du bruit aux États-Unis. C'est du candy-raton, mais disons que ça tourne pas mal. Je ne veux pas toucher à ça tout de suite. Moi, j'appelle ça les bla-bla-bla-bla. Peut-être que je vais faire ça à Saint-Jean-Baptiste ou à Noël ou au jour de l'an pour donner des petits cadeaux drôles de toutes sortes d'histoires qui m'intéressent relativement. Mais Brigitte Macron serait un homme. Bon, pas gros pied, c'est pas gros pied. Là, c'est aux États-Unis. Candace Owen, pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe dans les médias, comme YouTube ou ailleurs. Vous allez voir, il y a des émissions là-dessus. Bon, OK, tant qu'à faire, je suis là-dessus avant de finir puis arriver à Montréal. Parce que je vais terminer avec Montréal pour vous donner une idée des capsules que je vais faire très bientôt. Je continue avec le... Ouais, je suis aussi bien. On va rester dans le... OK, on est proche de Noël, jour de l'an. Bon. Didi. Y en a-tu qui connaissent Didi? Lui, là, c'est un... Là, c'est sexe racketing, nommez-les, il les a tous les défauts. Le gars, il est milliardaire, c'est un chanteur. Je ne le connais pas personnellement. Son nom semblerait, c'est Sean Combs. Sean Combs. Puis, en regardant Candace Owen, là, hop, je ne sais pas pourquoi, là, mon ordinateur a décidé que j'écoutais ça. Tiens, j'ai dit, OK, moi, écouter 15-20 minutes. Il est en cours. Il est en cours, il y a des accusations extrêmes. Lui, c'est 15 ans de prison, peut-être plus. C'est majeur, son affaire, pour ceux qui suivent ça. Là, je suis dans le blablabla. Mais que voulez-vous? Il y en a qui m'envoient des messages qui disent, Gilbert, as-tu des petites nouvelles qu'on n'entend jamais parler au Canada? Moi, celle-là, c'en est un autre. Son surnom, c'est Didi. Et il semblerait que sa blonde, Cassie, il était 10 ans avec. En tout cas, vous devriez suivre ça. Là, c'est pathétique. Mais c'est grandiose, là. C'est le style. Comment il s'appelle? Tiens, le technicien. Comment il s'appelait, le gars, le joueur de football, là, que ça a été un gros projet, un gros procès? Oui, c'est O.J. Simpson. O.J. Simpson. Bon, ça ressemble à ça. Ça a commencé le 15 mai. Ça fait pas si longtemps, 15-20 mai. Là, ils ont choisi le jury, puis tout, c'est fait. La cause a commencé. Ça va durer 8 semaines. Ça se peut que je ne revienne pas. Mais je voulais le glisser. Je voulais glisser ça. Puis là, il y a des termes que j'apprends. Le technicien qui en rajoute, là. Ça a l'air qu'il y a de l'huile à bébé, là, dans sa chambre de bain, là. 1000 bouteilles. Ouais. Ça fait partie des freak-off, les parties freak-off. Hey, écoutez, là, c'est pas ma spécialité, mais c'était parce que ici, il y en a qui aiment l'émission puis qui disent, Gilbert, arrive-nous avec des petites choses qu'on n'entend jamais parler. Vous suivrez ça. Aux États-Unis, c'est la grosse affaire. Bon. Puis je termine, dans le Canada. Canada, là. Ah, je ne sais pas, là. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure là-dessus, mais je veux juste dire que j'ai l'impression qu'un politicien aujourd'hui, et depuis plusieurs années, je reviens là, jusqu'à des années, peut-être même 70, là, on a eu des politiciens qui pensaient en fonction de futures générations. Tu sais, qui disaient, on va faire un projet, et ce ne sera pas nécessairement de mon vivant que les résultats vont être tangibles. C'est vraiment des politiciens de race. Moi, j'appelle ça de race. Des vrais, des purs, ceux qui veulent vraiment aider la société. Je donne 2 exemples, puis je ne veux pas aller trop loin, mais des exemples concrets ici au Québec. On a eu Robert Bourassa, qui a vraiment pensé loin quand il est arrivé avec l'idée de on devrait être indépendant en électricité, on a de l'eau. Puis là, il est parti sur des barrages. Et ça, là, de son vivant, il ne l'a pas vécu. On le vit encore aujourd'hui, puis on va le vivre encore pendant plusieurs années. D'autres, c'est René Lévesque, la même chose, qui a fait un développement incroyable économique en rendant puissant. Vous allez me dire, oui, il a aidé, Jacques Parizeau l'a aidé. Mais c'est la même chose pour Robert Bourassa. J'en nomme juste un, c'est ce que je voulais dire, là. Il y en a eu 2, Robert Bourassa, René Lévesque, avec des équipes qui les entouraient. Puis là, René Lévesque, c'était au niveau du développement, puis faire ce que tu appelles le Québec Power Force. On en a perdu un peu, mais il y avait une vision, puis de son vivant, il ne l'a pas vu. Mais encore aujourd'hui, on a des séquelles positives de ça. Je trouve que ça n'existe plus. À preuve, au Canada, je l'ai dit tout à l'heure, François-Philippe Champagne, lui, il vient d'être nommé ministre des Finances. Ministre des Finances, c'est le gars qui compte. J'apprends rien à personne, là. Et Mélanie Joly, bon, ministre, elle vient d'être nommée ministre de l'Industrie. Ça, c'est gros, là. C'est gros comme ministère. C'est quand même quelque chose qui peut aider au développement et aux finances, évidemment, du Canada. Je les écoutais. Après avoir écouté Candace Owen,
Là, je me suis mis à écouter. J'ai dit, je vais écouter les périodes de questions-réponses parce que l'été s'en vient. Ils vont arrêter de siéger. Décourageant. Ils travaillent pour des élections à court terme. Il n'y a pas de réponse à long terme, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de voici ce qu'on pourrait faire ou voici ce qu'on va faire, on est au pouvoir. Voici ce qu'on va faire, on va mettre en place un genre de développement de façon à ce que, peu importe qui va être au pouvoir, on va avancer dans le temps et le Canada va se développer. Là, je parle du Canada à grandeur. Bon, là, j'avais les deux. Période de questions. Autant l'opposition, là, Bloc québécois, Parti conservateur, appelez le NPD, nommez-moi l'opposition que vous voulez. Les questions étaient toutes, sans exception, ou presque, parce que les autres, c'était relié à des choses non importantes. Le tarif que Donald Trump a dit la semaine passée, pour lui, là, c'est juste un petit sujet mineur. Là, Donald Trump, il avance à une vitesse grand V. Non. Là, c'était toute la période de questions. Ah ben là, c'est pas de la faute du Canada. Non, c'est pas de notre faute, c'est la faute de Donald Trump qui a augmenté de 25 à 50 le prix, les taxes, les frais de douane, de 25 à 50 pour l'acier et l'aluminium canadien. Tout était relié à ça. Tout. Quand tu n'es même plus capable d'arriver avec des solutions internes, non. Ah ben c'est pas de notre faute. Moi, je connais quelqu'un à Montréal qui dit ça souvent. C'est pas de ma faute. Là, c'est la faute à personne. C'est le grand blond aux États-Unis qui, ah, ben là, il vient d'augmenter le prix de l'acier et de l'aluminium de 25 à 50 il va y avoir des nouveaux frais. Hey! Ça ne tente pas de t'asseoir confortable et dire, regarde, c'est les États-Unis. Maintenant, au Canada, on fait quoi? Y a-tu quelqu'un qui aurait pu poser une question? On peut-tu commencer à alléger les problèmes de transfert entre les provinces, d'échange, de se protéger? Chaque province se protège. Ah ben non, moi je veux pas que l'Ontario vienne dans mon marché, là, ça va faire mal à mon marché. Ben oui, protège le petit cul de ton petit cul, calique. Même chose en Alberta, même chose en Colombie, même chose en Ontario, même chose au Québec, même chose en... Ah non, tu viens, je veux pas qu'il rentre ici parce que là, il faut que je protège ma main-d'œuvre. Ben oui, continue à penser petit, puis on va rester petit. Il n'y a rien qui va se développer, puis continue à parler du grand blond. Le grand blond qui, lui, ben là, regarde, je vais protéger ma main-d'œuvre. En passant, arrêtez de dire, lui, quand il augmente ses frais de douane pour l'acier, il est en train de fourrer les États-Unis parce qu'il va augmenter ses prix, il se protège. Vous direz aux États-Unis, il est tabarouette. En voulez-vous de la concurrence? Il y en a de la concurrence. Puis croyez-moi que de plus en plus, tous les États, là, tu peux rentrer un petit peu tout partout, puis ils ont une concurrence incroyable. Vous allez me dire, non, Gilbert, il y a des places qui sont protégées. C'est vrai. Ça fait de la peine de dire ça. Il y en a plusieurs qui ne l'aiment pas, Donald Trump. Il est en train de retirer de plus en plus les protections entre les États de façon à ce que, justement, il y ait une concurrence et qu'il n'y ait pas une augmentation des prix trop rapide, ou plutôt qu'il y ait une augmentation relative en fonction de la compétition. Bon, vous me suivez? Parfait. Au Canada, on n'a pas ça. Tout le monde se protège. C'est non, j'aime mieux être tout petit puis tout seul, calique, comme ça, je peux monter mes prix. Ben, c'est ça. C'est en plein ce qui arrive. Fait que là, je ne voulais pas insulter ni un ni l'autre. François-Philippe Champagne ou non Mélanie Joly, mais aux périodes de questions que j'écoute, ils répondent souvent. Parce qu'il arrive que le nouveau premier ministre ne soit pas là. Pour des raisons que je ne sais pas. Il va négocier quelque chose. J'imagine là, qu'il va avoir, ah oui, un gros sommet au Canada. Là, peut-être qu'il est occupé à d'autres choses. Mais je me disais, voyons donc. Puis là, j'ai fait exprès. Vous avez compris que j'ai fait exprès. Ça ne vous tente pas, peut-être, d'éliminer la taxe carbone? Regarde, je le sais que je touche un sujet délicat pour les environnementalistes. Mais sacrifice, que ça coûte cher. Mais moi, je suis plus un penchant augmenter la compétition. J'ai même pas besoin, c'est prouvé dans l'histoire que c'est une bonne façon de réduire les prix. Puis des fois, tu peux protéger un peu ton marché, je comprends. Mais là, regarde, au Canada, en passant, je termine là-dessus, juste nos produits laitiers. Tu sais, on se plaint 25 là, ils montent à 50 l'acier. Ben oui, mais ici, au Canada, là, juste le produit laitier, pour pas que rentrent les produits des États-Unis, on charge 295 de frais. On n'en veut pas de compétition. Non, je peux comprendre. Assoyez-vous donc confortable, tranquille, puis négociez donc. C'est possible qu'on s'entende. C'est notre plus gros, notre plus
Le meilleur voisin qu'on a jamais eu dans l'histoire du Canada, c'est les États-Unis. C'est avec eux autres qu'on fait le plus d'échanges. Là, vous ne tentez pas d'arrêter de le critiquer. Que ce soit Trump, que ce soit Obama, que ce soit le prochain, que ce soit peu importe qui, c'est ton voisin. Fait qu'arrêtez donc là, de niaiser. Vous êtes en train de prouver que vous êtes incompétent. Point. Bon, je termine l'émission. Ça va donner un exemple de quoi va avoir l'air les capsules. Aujourd'hui, et c'est un sujet très précis, la grève à la STM prévue. Il va y avoir peut-être certains problèmes, justement. Au moment où je vous parle, là, on est en juin là, pour les prochains jours. Puis tout ça, le syndicat est en train de dire oups, là, nos conditions sont plus bonnes, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Évidemment, c'est normal. Les employés disent on veut avoir une meilleure, une qualité de vie meilleure. Bon, OK, je comprends. Et de l'autre côté, ben, tu as le gouvernement qui, lui, c'est la Ville de Montréal, le gouvernement. Là, on parle de la STM. C'est relié avec 2-3 paliers qui sont capables ou qui auraient dû prévoir. Alors là, un dit ah, moi, ça va pas bien, puis l'autre dit ouais, mais toi, tu coûtes cher. Bon. J'ai parlé tout à l'heure que ça prendrait des politiciens qui sont capables de planifier, qui sont capables de voir dans le futur, qui sont capables de dire je vais rendre service à la société, même si moi, je ne serai plus. Tu sais, là, que je sois élu ou pas, moi, ma carrière va être terminée, mais ce que je vais avoir prévu ou planifié va servir à l'ensemble de la société que j'aime. Je parle du Québec. Il y a, je ne vais pas me tromper, là, je pense que c'est 30, il y a 68 stations de métro à Montréal. Je pense qu'il y en a 36, là, dégâts d'eau, on ferme la station, il y a un problème, il y a quelque chose qui a brisé, il y a de la brique qui tombe, c'est en train de tomber. On parle d'un métro bâti en 1966. C'est incroyable, là. Les métros, bon. Le métro comme tel, le wagon, il y en a qui sont, justement, ils datent de 1966. Là, on vient de recevoir, il y a quelques années, les Azur. Bon, pas pire. Mais il y a encore du 1966 dans ce métro-là. J'essaie de dire une chose. Y a-tu quelqu'un, quelque part, qui aime Montréal, qui pense à Montréal, qui veut que Montréal se développe en fonction d'une planification correcte, que tu sois élu ou pas? Pas pour ta maudite poche, pas parce que tu veux garder le pouvoir, pas parce que tu veux être réélu, donc je vais en faire juste un peu pour montrer que j'en ai fait, puis lors de l'année de l'élection, ben là, on va faire ça, puis t'en fais pas trop, puis t'es bon pour 4 ans, puis là, après ça, tu recommences. Y a-tu quelqu'un qui aime assez Montréal pour penser réellement à la planification des jeunes aujourd'hui, ou ceux qui vont payer, ou ceux qui payent au moment présent des taxes fulgurantes? N'oubliez pas qu'une taxe d'immatriculation qui vient d'arriver là, à 150 $ là, de plus pour toute personne à Montréal. Bon. J'ai dit capsule, il ne faut pas que ce soit là. La grève, si j'étais en place, je soulèverais quelques points. J'en ai pris, je termine là-dessus. Je parle de la grève à la STM. Là, ils sont tous en train de dire d'un côté, ah, coûte trop cher, on n'a pas d'argent. Je vous ferai remarquer que 5 stations, je parle de 5 stations, la ligne bleue, tout le monde sait de quoi je parle, qui va s'en aller jusqu'à Anjou, 5, devait coûter 3,4 milliards de dollars. 3,4 milliards. Ça peut sembler gros, ça peut sembler petit, je ne le sais pas. J'ai toujours l'impression qu'on se fait fourrer quelque part, moi, à cause des divers contrats donnés à l'externe. Là. Ben, je ne veux pas soulever ça. 3,4. Je n'ai pas besoin de soulever ça. Il n'y a rien de terminé. Ils sont encore en train de faire des trous. Voulez-vous le prix actuel? 7,8 milliards de dollars. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Il n'y a rien qui est en fonction. On marche-tu que c'est le double? Là, je ne parle pas de centaines de dollars. 3 milliards, on est rendu à 7, presque 8 milliards. Y a-tu quelqu'un, quelque part, qui sait compter? Solution. Puis là, je rentre dans le détail. ARTM, EXO, STM, 3 organismes qui s'occupent de différentes choses reliées directement au transport public. Il y en a qui c'est au train de banlieue, il y en a qui c'est à la fixation de façon à ce que tout le monde s'entende bien. J'inclus le REM, Brossard Montréal. Riez pas, des fois il fonctionne.
et la STM, qui, elle, c'est la grande couverture de la Ville de Montréal. Je termine là-dessus, j'ai 4 solutions. Après avoir vérifié, croyez-moi, j'ai vérifié assez longtemps pour voir que, oui, c'est possible. Faire une audit indépendante. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Évaluer les postes administratifs pour éliminer les redondances. Partez pas à rire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des jobs, là, il doit y avoir 8 personnes qui font la même affaire. Mais ils ne travaillent pas pour la STM. Non, ils travaillent pour la ARTM. Ou bien non, ils ne travaillent pas pour la ARTM. Ils travaillent pour EXO. Et là, c'est... Tout le monde veut garder son poste. Tout le monde dit, c'est moi qui ai la solution, c'est nous autres qui ai les meilleurs. Financement et modernisation. Savez-vous quoi? Planification, ça fait 10 fois, je le dis, là. Justement, pourquoi le gouvernement du Québec pense rien qu'à lui? En 4 ans, on va être réélu, on n'en fera pas trop. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne à Montréal, au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, qui est capable de planifier en fonction de ce qui va se passer dans le temps, puis dire, regarde, faites-moi un budget là, prévisionnel en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Il y a des calculs faciles à faire sur 10 ans. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui est arrivé avec des gars? Voici ton budget sur 10 ans. La Ville est capable de planifier. Voici ce qu'on est capable de faire en rénovation, entretien, maintenance, pour pas qu'il y ait de l'eau dans certaines stations, comme Saint-Michel. Bon, je suis là. Bon, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui planifie? Dit, voici le budget. Pour le gouvernement du Québec, c'est fantastique. Ils ont un budget, ils disent, gars, c'est ça que ça va coûter. Et voilà, fini, on n'en parle plus. Le gouvernement du Canada qui veut aider en subvention infrastructure, facile, gars, c'est ça le budget. Bon, voici combien? 10 ans. J'exagère pas. Pourquoi pas 15 tant qu'à y être? Tant qu'à aider le futur, c'est aussi bien d'aider les jeunes à planifier. Pantoute! On change d'idée à tous les ans. Le gouvernement dit, tiens, on va vous donner 240 millions cette année. Comptez-vous chanceux. Gang d'épais. Ça ne vous tente pas de penser comme faut puis planifier. Nomination transparente. On pourrait-tu savoir qui vous nommez comme cadre? Y a-t-il la capacité? Ou ben donc, c'est parce que c'est une femme, veuve, noire, ou peu importe. Là, c'est rendu que c'est prendre différentes spécifications, puis on se sacre bien de ta compétence. Tu votes pour moi, tu connais du monde, puis tu vas m'aider à gagner mes prochaines élections. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas ça? Bon, on va définir les critères exacts. Quelles compétences que tu as besoin pour faire une job? Pas sûr que ça existe. Et évidemment, dans les structures de gouvernance, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne restructurerait pas justement la RTM, EXO, la STM? Enlever toutes les redondances, enlever, s'arranger que... Non, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai parlé pour rien. Ça va être un style de capsule. Je vais être moins méchant, mais on va toucher des différents points de la campagne électorale qui s'en vient et les solutions possibles. J'ai dit que je ne lancerais plus mes feuilles. Fait que là, je vous laisse avec de la lumière parce que ça a été éblouissant comme émission. Salut!